Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, émission spéciale, l'hommage national, solennel, mais très politique à Michel Rocard. 5 jours après sa mort, à 85 ans, l'ex-premier ministre socialiste a reçu un hommage appuyé, François Hollande saluant dans un éloge truffé de références à l'actualité, une belle et grande figure de la République qui n'a jamais combattu contre sa famille. Qui était Michel Rocard, un intellectuel, théoricien de la deuxième gauche, qui pouvait être sévère à l'égard de la première? Michel Rocard qui a injecté une dose de social-démocratie dans le logiciel de la gauche française, généralisé plus tard par François Hollande. Rocard et la modernité, l'homme qui réconcilie la gauche avec l'économie. Rocard, l'homme qui met les idées au service du pouvoir et non pas l'inverse. Un rêveur réaliste, dit de lui François Hollande, un féru de morale et d'éthique. On parlera de cette rivalité très dure avec François Mitterrand, de ses souffrances au Parti socialiste, comme Léon Blum, comme Mendes France. À leur époque, Michel Rocard a beaucoup été détesté. J'ai vécu un enfer au PS, disait-il, taxé à un moment de rocardestin, trop à droite pour certains. Et aujourd'hui, que retenir du rocardisme? Y a-t-il une relève à Michel Rocard, des héritiers, Manuel Valls, Emmanuel Macron, ou pas du tout? On en parle avec vous, avec le JDD, notre partenaire, lcp.fr, ça c'est notre site, #CVR, ça c'est pour les tweetos. Michel Rocard, la morale de l'histoire, c'est le titre de notre émission. On en parle avec nos invités. Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti socialiste. Dans les courants au PS, vous êtes plutôt rocardien. Catherine Tasca, bonsoir. Vous êtes sénatrice PS des Yvelines et ancienne ministre déléguée chargée de la communication de Michel Rocard de 1988 à 1991. Pierre Laroutourou, bonsoir. Vous êtes économiste et coprésident de La Nouvelle Donne. Vous avez coécrit avec Michel Rocard « La gauche n'a plus le droit à l'erreur », publié en 2013. L'ancien Premier ministre préconisait une baisse du temps de travail hebdomadaire. Enfin, Jules Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 24 ans et c'est avec vous que Michel Rocard a écrit ses derniers ouvrages. Vous êtes quelque part la dernière plume de Michel Rocard. Vous avez coécrit avec lui Suicide de l'Occident, Suicide de l'Humanité aux éditions Flammarion. Vous avez connu le Michel Rocard des dernières années. Vous allez nous en parler. Avant de débattre, retour sur cet hommage national, solennel, mais très politique à Michel Rocard, cette grande et belle figure de la République, selon les propos du chef de l'État. Reportage Astrid de Vilaine. Émotion, jeudi matin dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. 5 jours après sa mort, c'est un hommage national qui est rendu à Michel Rocard, conformément à ses dernières volontés. Tous sont venus lui dire un dernier adieu. Le chef de l'État, François Hollande, avec Manuel Valls, le Premier ministre, très proche collaborateur de Michel Rocard à Matignon. Les anciens premiers ministres Lionel Jospin, Alain Juppé, Édith Cresson et Laurent Fabius sont également présents, tout comme l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Après les honneurs militaires, Edmond Maire, ancien dirigeant de la CFDT et ami de Michel Rocard, salue son compagnon de route. Je veux évoquer l'ampleur de son apport et de son influence auprès d'un très grand nombre de nos concitoyens. Car sa vivacité pétulante, sa force de conviction, ses utopies créatrices ont suscité des prises de responsabilité multiples. Le chef de l'État, François Hollande, préside la cérémonie et prononce un éloge funèbre. Michel Rocard n'a jamais eu qu'une seule vocation, une seule ambition, servir l'intérêt général de toutes les manières possibles. Mais le chef de l'État n'oublie pas de faire passer un message politique. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. Mais il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. C'était là son honneur. Un dernier adieu et un hommage unanime pour celui qui fut le 11e Premier ministre de la Ve République. Alors, un mot sur cet hommage national. Vous y étiez. C'était à la hauteur du personnage?
Oui, c'était à la hauteur du personnage. C'était en fait un hommage émouvant parce qu'il y avait effectivement les retrouvailles d'une famille vaste. Michel Rocard, en réalité, n'a plus de place dans la vie politique au premier plan depuis... 2009, il arrête. Oui, Il se retire, il n'est plus député européen. avant, en réalité. Et donc, c'était l'occasion de retrouver des compagnons de route, des gens qui, à diverses époques, l'ont accompagné dans leur diversité. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont plutôt situés à l'aile gauche du Parti socialiste, d'autres plutôt sur l'aile droite. Et en même temps, tous ces gens ont effectivement en commun d'avoir franchi l'engagement, pas l'engagement politique avec Michel Rocard, pour Michel Rocard, à un moment où il était effectivement l'espérance de beaucoup et l'espérance de la gauche pour une bonne partie de l'opinion publique. Catherine Tasca, un mot sur cet hommage aujourd'hui? C'était un très bel hommage. Le président de la République a prononcé un éloge très juste et émouvant. Et ça faisait plaisir d'entendre Edmond Maire aussi, qui a été vraiment un compagnon de route pour Michel. Tous ceux qui assistaient à l'hommage n'étaient pas rocardiens. Mais ce qui était palpable, c'est tout de même l'admiration que suscitait ce personnage hors norme. L'admiration, et puis aussi, il a créé autour de lui une vraie fidélité. Et c'est vrai qu'on retrouvait ce matin tellement de figures qui ont été autour de lui, avec lui, pendant des années, avant 88 et après 91. Oui, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens très émus, des politiques, mais aussi beaucoup de responsables associatifs, parce que Michel Rocard était quelqu'un qui faisait de la politique, comme a dit Olivier, pour être au service des autres, au service des citoyens français, au service de ceux qui se battaient pour les droits de l'homme en Algérie, au service de ceux qui se battaient pour le climat. C'était pas un homme politique qui fait carrière. Et donc, beaucoup de gens étaient là émus parce que c'était un homme dans un monde de plus en plus cynique, un homme qui refusait le mensonge et qui était là pour être au service jusqu'à ces derniers mois encore, jusqu'au bout. Il voulait agir pour l'Europe sociale, agir pour le climat. Donc c'est pour ça qu'on était si nombreux et si émus. Jules Fournier. C'est une cérémonie qui faisait tristement écho à celle à l'automne dernier au Palais de l'Élysée où Michel Rocard avait reçu les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Dans les personnes présentes aujourd'hui, on a retrouvé beaucoup d'invités de l'automne dernier. Michel Rocard avait beaucoup travaillé son discours de l'automne dernier, sachant que c'était peut-être son dernier grand discours public. Et aujourd'hui, nous nous sommes tous retrouvés dans des circonstances évidemment tristes, et très solennel, mais c'était à la hauteur du personnage. On va parler de circonstances plus joyeuses. Vous quatre, vous avez connu personnellement Michel Rocard. Est-ce que vous avez une anecdote, une histoire à nous raconter avec Michel Rocard? D'abord, vous, Jules Fournier, vous avez 24 ans. Comment vous l'avez rencontré? Première et deuxième année à Sciences Po, j'avais créé et présidé Terra Nova à Sciences Po. On avait organisé une conférence avec lui sur les pôles. Et ensuite... j'avais animé cette conférence, j'étais à la fois très heureux et un petit peu frustré de ne pas avoir pu échanger avec lui personnellement. On était devant un amphithéâtre de centaines d'étudiants et j'avais écrit à son assistante 2-3 ans plus tard en demandant si on pouvait se revoir et échanger pour de vrai, entre guillemets. Il avait très gentiment accepté. On s'était vu une première fois, une deuxième fois et on a commencé à construire une relation professionnelle comme ça. Catherine Tasca, vous, c'est plus ancien, PSU. Oui, Parti socialiste unifié. 1968, j'ai connu Michel rue Mademoiselle dans une période très particulière où son énergie, son enthousiasme aussi ont été très, très précieux dans la tourmente. C'était un semeur d'idées, un semeur d'enthousiasme et ça ne l'a pas quitté tout au long de sa vie. Quand il prenait à bras-le-corps un sujet, il y croyait et c'est vrai, son parler vrai, c'est sa marque de fabrique, et il était capable d'entraîner. Alors, PSU, à l'époque, c'est à gauche de la gauche, très à gauche dans le spectre politique, et plus tard, on le situera plus à droite. Comment situer Michel Rocard, finalement, Pierre Larouturou? Mais je ne suis pas sûr qu'il soit à droite. Non. Il voulait que le moteur fonctionne. Vous savez, je crois, la plupart d'entre nous, on a des voitures. La deuxième gauche, plutôt. On est content que le moteur... Michel Rocard disait qu'il fallait que l'économie fonctionne. Dans la voiture, il faut que le moteur fonctionne, qu'il puisse être puissant. Mais ce n'est pas le moteur qui décide où on va. Et donc, moi, j'en ai marre quand on le présente comme un techno un peu gris. Il était techno quand il fallait régler les problèmes, mais il avait une vision de société. En 88, tu pourrais parler du PSU, Catherine, mais en 88, son discours d'investiture, il dit qu'il veut construire un pays qui retrouve le goût de la fête.
Encore dans sa dernière interview, il explique qu'il faut réduire le temps de travail. Il y a 3 semaines, il explique que le combat fondamental, c'est de réduire le temps de travail pour lutter contre le chômage et pour donner à chacun plus de temps libre pour sa vie de couple, pour la vie de l'esprit, pour du temps pour le théâtre et pour la vie associative. C'était pas un techno. Il m'a raconté, vous me demandez une anecdote, comment en 1990, il y a quelque temps, on déjeunait avec Michel Rocard, et il me racontait un truc qu'on connaît peu, comment déjà en 90, il avait conscience des problèmes de développement durable bien avant d'autres, et comment les États-Unis et la Chine voulaient faire un traité international pour permettre l'exploitation du sous-sol, du pôle Nord et du pôle Sud, et Michel Rocard, seul contre tous, avait bloqué les traités. Et il me raconte comment James Baker, le secrétaire d'État américain, arrive à Paris furieux et comment Rocard y va au contact. Et il me dit « Je me suis fait engueuler comme jamais ». Mais j'ai tenu bon, on a annulé ce traité et 1 an après, on avait un traité qui protégeait le sous-sol du pôle Nord et du pôle Sud. Donc il y en a qui se moquaient parfois de Michel Rocard, ambassadeur des pôles et du Pingouin, mais c'était pas du tout rigolo. Ça veut dire que déjà en 90, un petit bonhomme tout seul avait bloqué les États-Unis et la Chine pour dire on peut pas faire n'importe quoi, on n'a qu'une planète. Voilà. Donc c'est aussi une leçon de courage politique et se dire que la mondialisation, c'est aussi un grand enjeu. Dans sa dernière interview, il critique ceux qui sont là juste pour s'adapter à la mondialisation et qui ont perdu la dimension du combat international. Michel avait fait la preuve au moment de l'Europe qu'il avait créé les quotas laitiers en 84. Il avait montré que l'Europe pouvait protéger le revenu des paysans, que ce n'était pas évident, Thatcher n'en voulait pas, mais Rocard, avec d'autres, avait créé une union pour dire on peut améliorer le niveau de vie des paysans, on peut protéger notre modèle agricole. Et en 90, presque seul contre tous, il avait bloqué les États-Unis et la Chine pour dire non, on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de la croissance. Et en 93, vous me demandez comment je l'ai connu, en 93, il a le courage de dire je me suis trompé quand j'étais à Matignon, la croissance ne reviendra pas, ou ne sera jamais suffisante pour sortir du chômage. Il faut aller vers la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, un objectif digne, urgent et responsable. Et donc il y a des combats. Moi, il n'était pas à droite. Il était pour dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, mais il était pour une transformation de la société, pour la convivialité, dire chacun de nous n'a qu'une vie et doit pouvoir en profiter pleinement. Olivier Faure, quand vous rentrez au Parti Socialiste, vous choisissez Michel Rocard. Oui, c'est vrai, mais enfin, je voulais prolonger ce que vient de dire Pierre Larouturou, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion qui est terrible. Considérer que Michel Rocard puisse être un homme de droite ou même de centre-droit. Il est socialiste. Il était socialiste et s'inscrivait complètement dans cette histoire. C'était d'abord un militant. Catherine vient de le décrire. Je ne l'ai pas connu à cette époque-là, je naissais à peine. Mais c'était en même temps, on l'imagine, cigarette au bec, dans une salle enfumée, avec des camarades en train de discuter jusqu'au bout de la nuit. Parce que c'était ça, Michel Rocard. Un homme de conviction, un homme complètement au service de ses concitoyens et avec des idées en permanence qui étaient en ébullition. Et chez lui, le réalisme n'était pas une façon de se résigner au réel, mais au contraire une façon de le dépasser, de le surpasser, de faire en sorte que, parce qu'on le comprend, on puisse le contourner, arriver à changer, transformer durablement et éviter ce que trop de politiques ont comme pratique, c'est-à-dire vendre le miroir aux alouettes et ensuite semer le terrain d'illusion. Et donc, ce qu'il ne voulait pas, c'était prendre les gens pour les imbéciles. Et donc, c'était la raison pour laquelle il voulait afficher ce parler vrai, qui n'était pas une façon de dire parce que je parle vrai, je dois me résigner à l'existant, mais au contraire, une façon de dire voilà le réel, voilà ce qu'il nous faut abolir, ou ce qu'il nous faut contourner, ou ce qu'il nous faut dépasser. Et c'est ce qui faisait son originalité, mais il était tout sauf un homme de droite. Quand il propose de donner sa place à la société civile, à plus de décentralisation, il avait raison avant tout le monde ? Oui, je pense. Mais la question que vous posez, était-il l'aile gauche de la gauche ou à droite de la gauche? C'est une question qui n'a pas de sens par rapport à son parcours. Oui. Pardon. Ça n'a pas de sens par rapport à lui. Il était profondément de gauche, mais une gauche telle qu'il la rêvait, qu'il la souhaitait pour nous tous. C'est-à-dire une gauche capable, en effet, d'assumer la responsabilité du réel, mais une gauche semeuse d'utopie aussi, semeuse d'espoir. Et c'est ça qui le caractérisait, et ça n'autorise personne, à mon avis, à le pousser soit à la droite de la gauche ou à la gauche de la gauche. Il était la gauche telle qu'on voudrait l'aimer. Il prend des risques. Pendant la guerre d'Algérie, il est contre... la guerre d'Algérie, il est pour l'indépendance, il est avec le FLN, alors que François Mitterrand était ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice pour l'Algérie française. D'ailleurs, c'est sur la question algérienne que Michel Rocard a mobilisé énormément de gens, plus jeunes que lui même, qui se battaient contre cette guerre épouvantable. Ça a été le point de départ. Il est le premier à avoir le courage de dire qu'on a
déporter ou déplacer 1 million d'Algériens. Alors que beaucoup de gens le savent et regardent ailleurs et on s'écrase. Et Michel Rocard, au péril de sa carrière, il aurait pu, alors qu'il était un il a failli être démissionné. Il fait un rapport pour dire ce que fait Guy Mollet. A été élu pour faire la paix, les socialistes de l'époque, et il rompt avec le PS et il dit on n'est pas en train de faire la paix, on est en train de déplacer 1 million de gens dans des conditions monstrueuses. Donc il fallait quand même pas mal de courage. Il y a beaucoup de gens qui étaient au courant et qui s'écrasaient. Et Michel a eu le courage. Et du coup, ça a été un tremblement de terre à l'époque. J'étais pas à peine né, j'avais 2 ans, je crois, même pas. Non, j'étais pas né. Mais ça a été un tremblement. Voilà. Donc je pense qu'un des fils directeurs, on n'a pas toujours été d'accord. Au dernier référendum en 2005, on n'a pas voté pareil. Mais il y a toujours eu chez lui un courage et une volonté de dire la vérité, de ce que disait Olivier, de parler à l'intelligence des gens. Que pour mettre la société en mouvement, c'est pas en tapant du poing sur la table, c'est en parlant à l'intelligence des gens. En 84, quand il y a les quotas laitiers, la FNSEA raconte n'importe quoi et il y a des énormes manifs. Et son service de sécurité dit à Michel de se protéger. Et lui, il demande un porte-voix et il va parler avec les paysans pendant 1h30 pour expliquer aux paysans pourquoi les quotas laitiers, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a supprimé les quotas laitiers, les prix s'effondrent et les paysans sont tristes. Mais donc Michel était quelqu'un qui, en permanence, croyait à la fraternité. Et donc il se disait que ce soit un paysan, un ouvrier, un bac+8, un gars de droite ou un gars de gauche, je peux parler à son intelligence et à sa fraternité. Fournier, Olivier Faure, il y a 2 faces aussi chez Michel Rocard. D'un côté, le socialiste, l'idée que le socialisme pouvait sauver le monde. Et de l'autre côté, le côté scientifique qui vient de son père, inspecteur des finances. Jules Fournier. Relation très compliquée avec le père, je pense, jusqu'à la fin de sa vie, sans faire de la psychanalyse de bas étage. Il s'est toujours battu pour être légitime. Il a toujours eu, je pense, un déficit de légitimité qui est né du refus ou de l'incompréhension de son père à ce qu'il embrasse une carrière non pas de sciences dures, comme il les appelait, mais de sciences politiques. Et je pense qu'il a couru toute sa vie derrière cet héritage. Ce tweet de Dominique Chaumard à Michel Rocard aimait la politique pour pouvoir faire et non pour le pouvoir. C'est ça ? C'est ce qu'on dit traditionnellement. Il faut quand même pas non plus, d'un seul coup, le transformer en espèce d'ange qui serait... C'était un homme politique quand même. Une forme de pureté. Il avait aussi le désir de diriger, de gouverner. Il n'était pas totalement dépourvu d'ambition, mais il avait une ambition pour en faire quelque chose, et c'est ce qui le caractérisait, évidemment. Mais regardez, le fil rouge de sa vie, ça a quand même été, effectivement, de parler à l'intelligence des gens, de chercher à mettre en mouvement la société elle-même. De la guerre d'Algérie jusqu'à ces derniers jours, ce qui le caractérisait, c'était cette volonté de ne pas infantiliser le débat public, mais au contraire de le tirer vers le haut avec une exigence qui était une exigence de, y compris restituer la complexité du débat pour que les gens puissent à leur tour faire leur choix. Et je crois qu'il acceptait très bien, y compris la défaite, simplement à une condition, c'était d'avoir la possibilité d'exprimer des idées qui pouvaient parfois être complexes, mais parce que le monde l'est, et il était volontaire pour aider les uns et les autres à faire de véritables choix démocratiques. Vous disiez, il voulait gouverner, il a gouverné 3 ans, Michel Rocard, ce sont des idées, mais aussi de l'action. 3 ans, il a été ministre avant, il était au plan. 3 ans Premier ministre, 3 ans à Matignon, où il réforme des réformes majeures, le RMI, la CSG, très contestée à l'époque. CSG, cette réforme qui permet de sauver la sécurité sociale. Il y a aussi la paix en Nouvelle-Calédonie, un gouvernement ouvert aux centristes, un gouvernement populaire qui restera 3 ans seulement. Et un échec, l'Élysée, qu'il n'atteindra jamais. Son portrait, Elsa Mondagava. Je n'ai jamais, moi, promis la lune. Je ne veux faire espérer que des choses possibles et c'est lent. Il incarnait la deuxième gauche. Michel Rocard, un personnage atypique chez les socialistes. Ministre à partir de 1981, sous les gouvernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius. Il démissionne 4 ans plus tard, en opposition à l'instauration du mode de scrutin proportionnel pour les élections législatives. En mai 1988, il devient cette fois Premier ministre. Sa principale réforme, la création du RMI, le revenu minimum d'insertion. L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. Il fait également signer les accords de Matignon, attribuant plus de droits pour la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les députés, depuis le 10 mai de cette année, pas un jour ne s'est achevé sans que mon action et mes pensées ne soient tournées vers la Nouvelle-Calédonie. En 1991, Michel Rocard est poussé à la démission par François Mitterrand. Les deux hommes ne se sont jamais entendus. Michel Rocard incarne la deuxième gauche au sein du Parti socialiste, très favorable à l'économie de marché. Une position minoritaire qui rappelle celle de Manuel Valls aujourd'hui. Michel Rocard, un mentor pour le Premier ministre. Un bébé Rocard. Le propre des bébés, c'est de grandir et de s'émanciper. Manuel Valls, c'est un garçon intelligent qui mène sa barque comme il l'entend. Je vous supplie de ne pas me mêler à cette affaire. Europhile convaincu, Michel Rocard a été député européen de 1994 à 2009. En 2005, il est un fervent défenseur du oui au référendum européen. Jusqu'à la fin de sa vie, il continue à prendre position sur l'Europe, sur le temps de travail, mais aussi sur le Parti socialiste, à qui il a conseillé une cure de gauchisme. Catherine Tasca, vous avez été ministre de Michel Rocard. Quel type de Premier ministre C'est un vrai patron, vrai patron qui animait une équipe avec beaucoup de respect pour chaque membre de son équipe. C'était pas un patron hautain, lointain ou je dirais isolé dans son pouvoir, mais c'était un patron. Il animait vraiment, et il animait, comme il a fait tout au long de sa vie, il animait le débat à l'intérieur de son gouvernement. Je voudrais relever un mot qui a été dit tout à l'heure à propos de la Nouvelle-Calédonie. Il est dit dans ce portrait qu'il a donné des droits nouveaux à la Nouvelle-Calédonie. Mais il a fait beaucoup plus que ça. Il a rétabli la paix. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé à Ouvéa et d'un territoire qui était au bord de l'explosion. Et ça, c'est vraiment. Il y a du Mendes France dans Rocard un peu? Oui, du Mendes France. Avec la Tunisie. Oui, oui. L'Indochine, ou ça absolument. Oui. Bon, je pense qu'il était profondément, anticolonialiste et qu'il a vu dans la situation en Nouvelle-Calédonie une séquelle d'un certain mode de rapport de la France, de la métropole avec certains territoires. Donc là, c'est pour moi. C'est là que je l'ai le plus admiré dans son rôle de Premier ministre, parce que ça n'allait pas de soi. C'est là aussi on voit la méthode qui était la sienne en toutes circonstances. Il a réussi à mettre autour de la table des gens qui non seulement ne se parlaient pas, mais qui s'entretuaient. On ne doit pas l'oublier, ça. Et il a choisi des médiateurs de grande qualité, dans un esprit œcuménique, en fait, de manière à ce que le pays retrouve la voie du dialogue. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'était des circonstances extraordinaires, mais il a eu une conduite de son gouvernement à ce moment-là tout à fait extraordinaire. Oui, mais j'abonde dans ce que dit Catherine Tasca. On avait atteint un niveau de violence qui était colossal et on pensait que c'était irréversible. Et Michel Rocard arrive à éteindre l'incendie en quelques jours en envoyant une délégation avec des gens très différents. Un évêque, le responsable du Grand Orient, un de ses amis pasteurs protestants qui arrive à éteindre l'incendie. Et puis lui-même, pendant 15 jours, arrive à négocier. Et il en était très heureux, très fier, à juste titre, en expliquant que c'est sans doute le seul endroit au monde où on a réussi à faire le bilan de la colonisation, ce que tu viens de dire, en disant que les historiens des deux côtés ont pris le temps de voir en positif et en négatif le bilan de la colonisation. Et c'est uniquement quand on a fait ça, m'expliquait une fois Michel, qu'on a pu construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie, il y a un film qui a été fait, et après ça, Michel est allé en Israël et en Palestine, on ne l'a pas beaucoup dit, mais il était jusqu'au bout obsédé, et encore ce matin dans le texte qui était lu au temple par un de ses amis, qui regrettait que la communauté internationale accepte la mort de l'État palestinien et ne se résigne à ça, et jusqu'au bout, comme Stéphane Hessel, un de ses amis, il se battait pour faire la paix en Israël et en Palestine, et Michel était allé avec le film fait sur la Nouvelle-Calédonie pour montrer comment on peut faire la paix avec des gens qu'on déteste, voilà. Et simplement, c'est pas un homme, quel que soit son talent en Israël et en Palestine, qui peut faire la paix. C'est pour ça que Michel regrettait qu'il n'y ait pas une Europe politique, parce que si on veut faire la paix en Israël et en Palestine, il faut qu'il y ait une force qui intervienne. C'est pour ça qu'il était un de ceux qui dit qu'il faut une Europe politique. Vous avez connu ce côté? Pour revenir sur le texte magnifique qui a été lu ce matin au Temple, que Michel Rocard a écrit il y a 2 ans, qui s'appelle « J'irai dormir en Corse », et qu'un
un de ses fils élu aujourd'hui. Michel Rocard, il détaillait les racines de son engagement politique. Deux choses principales à retenir. D'une part, il s'agit d'un défenseur de la paix, et d'autre part, il voulait créer l'harmonie. Et je pense que précisément la situation en Nouvelle-Calédonie lui a permis de mettre en œuvre ces deux piliers et plutôt brillamment. Et il y a aussi... Derrière ça, il y avait quand même, ça a été dit par Catherine à l'instant, une méthode. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on a d'abord soigné les mémoires. Donc c'est le diagnostic partagé. Puis ensuite, la conciliation. Et puis ensuite, la décision et on avance. Mais donc, ça a été vrai sur la Nouvelle-Calédonie, ça a été vrai sur les retraites, ça a été vrai sur un certain nombre de décisions qu'il a pu prendre qui permettaient à des acteurs qui parfois étaient très éloignés de se retrouver et d'avancer parce que, sans chercher forcément le consensus, c'est pas le but du jeu, hein, mais simplement au moins avoir le débat sur ce qui oppose vraiment et non pas sur ce qui reste artificiel, parce qu'il fallait aller toucher au cœur de ce qui permet la décision. Il crée donc un impôt, la CSG, une allocation, le RMI, un vrai socialiste, on pourrait dire, ironiquement. Ce sont les deux grandes réformes. Sans ironie, parce qu'il a toujours mis le social au cœur de son projet. Donc, ces deux mesures, l'une qui a permis de consolider l'économie de la sécurité sociale, l'autre qui a assuré aux gens le plus au bord de la route, les plus abandonnés, un minimum vital. Donc oui, ce sont deux mesures profondément sociales et profondément socialistes. C'est pas les seules réformes. Il a fait plein de choses pendant ces années à Matignon. Il en avait fait aussi avant. Par exemple, la question, en termes de méthode, dans ce dont parlait Olivier, la réforme de l'enseignement privé agricole, il a réussi à faire voter à l'unanimité en 84-85 une réforme, alors que la réforme que portaient Mitterrand et Mauroy avait mis 2 millions de gens dans la rue. Donc réformer l'enseignement privé agricole n'était pas un sujet facile. Et il arrive à le faire en dialoguant avec les uns et les autres pendant des mois, comme quoi le dialogue, c'est pas du temps perdu. Et il arrive à faire voter à l'unanimité. Et c'est la confiance qu'il va créer, y compris avec des évêques, au moment de la réforme de l'enseignement agricole, qui fait après ça qu'il enverra un évêque en Nouvelle-Calédonie avec le chef des francs-maçons. Donc la confiance, c'est quelque chose c'est pas du temps perdu que de créer la confiance sur des sujets qui paraissent techniques, comme les quotas laitiers ou la réforme de l'enseignement agricole. Après ça, il ne s'agit pas d'en faire un gars qui a tout réussi. Non. Il dit lui-même qu'à Matignon, il s'est trompé, qu'il pensait que la croissance allait revenir durablement et allait régler tous les problèmes, alors qu'il y avait eu 2 années de forte croissance parce que le pétrole était gratuit, voilà. Et donc il était un de ceux qui, depuis 20 ans, c'était aussi pour ça qu'on a fait ce livre ensemble il y a 3 ans, qui disait c'est faux, c'est dramatique, aussi bien pour des raisons économiques que pour des raisons anthropologiques ou parce qu'on n'a qu'une seule planète, miser sur la croissance n'est plus possible. Et donc depuis des années, il expliquait qu'il fallait qu'on aille vers un modèle de prospérité, de bien-être, de justice sociale, même sans croissance. Et c'était son combat depuis des années et il regrettait que lui-même se soit trompé, il le disait publiquement, il s'était trompé à Matignon. Il a cru que la croissance revenait, que la crise était finie, et il regrettait qu'aujourd'hui le PS, aux manettes depuis 4 ans, ne comprenne pas qu'il fallait inventer autre chose au lieu d'espérer le retour de la croissance. Les débats qu'il a lancés, Olivier Faure, à l'époque, n'ont pas été tranchés au Parti socialiste, finalement. De quel débat parlez-vous ? de cette opposition entre ces deux gauches, irréconciliables, dont parle Manuel Valls. D'abord, on parle... Même quand Manuel en parle aujourd'hui, il ne parle pas des mêmes gauches, parce qu'en réalité, Manuel, s'il fallait le classer historiquement, il était plutôt de la deuxième gauche, et la première gauche n'a pas été évincée, la preuve par François Hollande, s'il fallait s'en convaincre. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans cette actualité-là, parce que je ne crois pas du tout... Ça fait écho, un peu. Mais moi, je ne crois pas du tout aux gauches irréconciliables. Si vous voulez bien regarder notre histoire commune, en 78, il y a eu le programme commun, à un moment où il y avait le mur de Berlin qui séparait la gauche en deux. Et malgré tout, nous avons réussi à gouverner en 81 avec François Mitterrand, les communistes, etc. Nous avons recommencé avec la gauche plurielle en rajoutant les écologistes. Bon, franchement, tout ça me paraît très artificiel. Il y a des gauches qui sont souvent en conflit, mais depuis l'origine, de Jules Guesde et Jean Jaurès jusqu'à François Mitterrand et Michel Rocard, il y a toujours eu des tensions qui ont été parfois productives, parce qu'il y a eu une forme de pensée dialectique qui s'est ouvert un chemin à travers ces oppositions. Parfois, c'est moins vrai, comme aujourd'hui, où on a le sentiment que ces différentes façons de penser la gauche sont plutôt en train de l'autodétruire. Mais je crois que Michel Rocard n'y est pour rien et que sa volonté n'a jamais été celle-là et que même
dans ces moments de forte opposition, il était toujours fidèle à ce qui était son parti, qu'il aimait. C'est la grande différence avec la situation actuelle. C'est sur de sa vie, au fond. Enfin, quand il connaissait l'histoire de ce parti mieux que quiconque. Il en était l'historien, le sociologue, l'ethnologue. Enfin, il était vraiment tout ça à la fois, parce qu'il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un militant. Et alors, peut-être que pour les gens qui nous regardent, ça paraît un peu... c'est même pas compréhensible, mais un militant, c'est quelqu'un d'abord qui aime des idées et qui cherche à les défendre, à les faire partager. C'est d'abord ça. C'était quelqu'un qui croyait, c'était raconté tout à l'heure par Pierre, mais il pouvait passer des jours entiers, essayer de convaincre les uns et les autres, parce qu'il croyait fermement à ce qu'il avançait. Olivier Faure, vous parliez de ces relations compliquées entre Mitterrand et Rocard. Mitterrand qui détestait Rocard, finalement. Ma tête ne lui revenait pas, ce qui était largement réciproque. Ce sont les propos de Rocard sur Mitterrand. On écoute et on réagit juste après. J'avais une conviction simple et absolument contraire à celle de tous les commentateurs, qui était que jamais il ne me nommerait. Nos rapports étaient assez mauvais. Nous étions des hommes de fabrication profondément différentes. J'avais surtout, dans le Parti socialiste, mené combat contre lui au nom de la non-pertinence, à mon avis, de toutes mes intentions économiques. Et ça, c'était pas bien. En d'autres lieux, d'autres circonstances et d'autres époques, on appelait ça crime de lèse-majesté. Ça laisse quelques traces. Je ne pense pas qu'il ait conclu de ce que je faisais, ou du bilan dans le pays. Tirer le moindre comment pour se débarrasser de moi. Simplement, ma tête ne lui plaisait pas, ce qui était assez largement réciproque. Et c'est en 90, au fond, que j'ai senti que les conditions de travail s'érodaient. Je ne parle pas de confiance, elle n'avait jamais existé. Nous n'avions guère de plaisir à converser ensemble. L'homme est discoureur. Il y prend même plaisir. Tellement il parle un français que personne ne parle plus. Enfin, il parle du Chateaubriand. Mais évidemment, ça devenait intolérable. Ça vous fait rire, Pierre Larouturou. Ils ne parlent pas le même langage, ces deux hommes, Mitterrand, Rocard, finalement. Non, mais il y a une fois où Michel m'a raconté qu'il n'avait jamais eu 5 minutes de discussion normale avec François Mitterrand. Juste, comment ça va? Est-ce que tu es allé au cinéma ce week-end? Comment vont les enfants? Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? On est des millions quand même juste pour engager la conversation, à demander comment ça s'est passé les vacances ou qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Et Mitterrand ne lui a jamais concédé 5 minutes de cet échange. Voilà. Et après ça, ce qu'a dit Jules, et je pense très juste, c'est que beaucoup se sont moqués de la façon dont Michel Rocard n'a pas été capable, il portait l'espoir de millions de gens, il n'a pas été capable de gagner la bataille du leadership, et voilà, quand il fallait s'opposer à Mitterrand, y compris après une première année à Matignon qui avait été magnifique, on était quelques-uns à lui dire qu'il fallait qu'il dise qu'il avait un projet beaucoup plus global, façon Chaban-Delmas, nouvelle société, et ça a été difficile pour lui, et je pense effectivement, sans faire de psychologie, c'est que les rapports de Michel avec son propre père étaient quand même terribles. C'est-à-dire que Michel Rocard attend que son père soit parti à l'étranger pour quitter la Mathsup et pour aller faire Sciences Po. Et son père revient et lui dit « Nous n'avons plus rien à nous dire. Si nous vivions en province, je te laisserai dormir dans la rue. » Son père voulait qu'il soit scientifique. Oui, mais des études pendant scientifiques. 18 mois, moi, je me suis déjà engueulé avec mon père. Au bout de 3 jours, on était réconciliés. Là, pendant 18 mois, le père de Michel ne lui parle plus. Et un de vos amis journalistes m'a raconté une histoire que quand Michel Rocard était Premier ministre et sous la coupole, il va faire un discours à l'Académie des sciences. Et cet ami journaliste, par hasard, est à côté de Yves Rocard. Et Yves Rocard, en parlant de Michel, dit « Quel dommage qu'il n'ait pas fait d'études ». Donc, c'est pour vous dire à quel point ses relations avec son père étaient compliquées. Et donc, de sciences politiques, voilà, c'était pas des études pour ce scientifique. Donc c'est étonnant, alors que Michel est Premier ministre, inspecteur des finances, mais aux yeux de son père, il n'a toujours pas... Voilà. Donc certains se sont moqués de l'incapacité de Michel à prendre le leadership. Ça n'est jamais facile. Il a quand même fait des choses très belles dans sa vie, même s'il n'a pas tout fait, et il ne s'agit pas d'en faire. Mais je pense qu'effectivement, il avait une difficulté qui venait... On a tous des failles. Je pense que chacun de nous a des failles plus ou moins grandes. Mitterrand, c'était... Sur la relation Mitterrand-Rocard, moi, je voudrais dire que c'était pas ça. Vous me disiez que c'était le patron au gouvernement, mais il le court-circuitait, le président de la République, quand même. Et ça fait partie de la Ve République. De toute façon, la relation Premier ministre-président n'est jamais simple. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu seulement une détestation, où quand il dit « ma tête ne lui revenait pas et la sienne ne me revenait pas non plus ». Moi, je peut témoigner que jusqu'à son éviction du gouvernement, d'abord il a été d'une loyauté totale, Michel Rocard, à l'égard du président de la République, et en plus, mon sentiment,
et parce qu'il m'en a parlé, il a jusqu'au bout essayé, là aussi, de convaincre Mitterrand et d'une certaine manière de conquérir sa confiance. Parce que Mitterrand affichait une forme... finalement de mépris à l'égard de Michel, et je pense qu'il en a beaucoup souffert. Et jusqu'au bout, il a travaillé, je dirais, avec conscience, avec toute sa conviction, et en espérant, en faisant cela, convaincre Mitterrand qu'il était bien à sa place. Il n'y est pas arrivé, et il a été très, très blessé par son éviction. Jules Fournier, Mitterrand, c'est une culture livresque, des romans. Michel Rocard, c'est plus... Il bouffait du rapport, c'est ça? Pourtant, c'était le plus techno. Mais Michel Rocard avait également une culture impressionnante, au-delà des rapports. Certes, c'est un inspecteur général des finances. Il avait une culture littéraire, une culture scientifique au sens large, assez incroyable. Quand on travaillait ensemble, il était encore capable, à 83, 84 ans, de me parler de livres qu'il avait lus dans son adolescence ou quand il avait 20 ans, en me disant que c'était probablement une référence intéressante pour notre livre, en me citant quelques passages presque par cœur, et en me disant « mais vous irez vérifier quand même ». Oui, effectivement, c'était il y a 50, 60 ans, donc j'allais vérifier, et pourtant, dans ce qu'il m'avait dit, tout y était. Donc le dépeindre comme un homme d'une culture purement et uniquement technocratique face au littéraire François Mitterrand, je pense que c'est un petit peu réducteur. La grande bataille donc avec Mitterrand, en fait, c'était le jeune qui voulait battre le vieux, tuer le père. Là, vous remettez tout ce qu'on a dit depuis le début en question, parce qu'on a essayé de vous dire le contraire. C'était pas. Rocard faisait quand même de la politique. Ça, son gouvernement s'est arrêté parce qu'il voulait prendre le Parti socialiste à François Mitterrand. C'est une autre façon de faire bouger la société. Michel Rocard, il y a un moment, il y a 15 ans, il y avait eu un conflit parce qu'il avait fait un papier où il disait que Mitterrand usait par la ruse. Que Mitterrand voulait, c'était par la ruse qu'il arrive au pouvoir et que c'est par la ruse, je cite les mots de Michel Rocard, alors que lui, Michel Rocard, pensait qu'on pouvait parler à l'intelligence des gens, comme Mendès France l'avait fait, comme Roosevelt l'avait fait. Donc voilà, ils avaient deux cultures politiques différentes. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une haine réciproque qui naît aussi de l'Algérie, où François Mitterrand est aux commandes. Michel Rocard dénonce fortement, met en cause un Mitterrand qu'il juge assassin. À partir de ce moment-là, les relations entre les deux hommes sont définitivement amochées. Oui, puis toute l'histoire au sein du PS, en fait, où ils se sont opposés constamment. On va fêter les 40 ans du congrès de Nantes 77 l'année prochaine. Où Michel Rocard évoque les deux cultures lui-même, etc. Il s'est quand même lui-même mis en opposition au style Mitterrand, et donc il y avait effectivement une confrontation qui était inévitable. Oui. Mais effectivement, ne réduisons pas ça à la sphère des finances contre l'avocat, au littéraire contre le technicien. Je pense que même, d'ailleurs, chez Michel Rocard, il n'y avait pas forcément cette volonté d'être différent. Il y avait une phrase de lui qui disait, en se décrivant, il disait « Je suis un hétérodoxe en quête d'orthodoxie ». C'était assez... ça le définissait assez bien. C'était quelqu'un qui, finalement, n'avait pas choisi d'être différent, mais il cherchait à regagner sa maison, mais en même temps, il était obligé de constater que le monde n'était pas forcément celui qu'on le décrivait par ailleurs. La question de l'éthique était quand même importante pour lui. En 85, il est le seul à démissionner en disant on ne peut pas tout faire pour rester au pouvoir ou pour affaiblir la droite républicaine. Quand François Mitterrand, qui déjà s'était arrangé pour que le Front National ait pas mal accès à la télévision un an plus tôt, modifie le mode de scrutin, parce que ça allait gêner la droite républicaine, mais ça allait faire entrer le Front National à l'Assemblée, et Michel Rocard, le soir même, démissionne. Voilà. Donc, alors, sans doute beaucoup trouvaient que c'était un peu bizarre, on va dire, comme méthode. Donc il y avait chez lui une éthique qui parfois a compliqué l'arrivée au pouvoir, mais qui, je pense, était vraiment importante dans sa vie personnelle. Et est-ce qu'il n'y avait pas un peu de naïveté dans la pratique politique il n'était pas assez machiavélique face à un Mitterrand Quitte à écorner un peu l'image de Michel Rocard, moi je suis entièrement d'accord avec lui sur le fait que le proportionnel n'est pas un bon mode de scrutin pour les effets qu'il peut produire et que Pierre vient de rappeler. Mais en 85, quand il démissionne, il y avait aussi une arrière-pensée évidente, qui était quand même de préempter la case suivante pour la présidentielle de 88, au cours de laquelle il s'imaginait que la gauche, très affaiblie après la rigueur et après la douche froide des premières années du septennat de François Mitterrand, allait le choisir. Et donc il pensait qu'il allait pouvoir être le premier sur la ligne de départ et être le candidat à la présidentielle. D'ailleurs, il entame, avant 88, une pré-campagne présidentielle
au cours de laquelle Mitterrand le laisse s'échauffer tranquillement avant lui-même de se déclarer et de le cueillir. Donc il y avait peut-être une part... il était moins manœuvrier que François Mitterrand, qui était d'une habileté diabolique, mais il n'était pas non plus uniquement, encore une fois, pureté et angélisme. Voilà, pas naïf. En 2007, Ségolène Royal est candidate, élection présidentielle, face à Nicolas Sarkozy. Michel Rocard vient la voir et lui dit je prends ta place. Elle était choquée. C'est la malice de Michel Rocard. On en a déjà parlé. Il savait pertinemment qu'elle n'allait pas lui laisser sa place. Il voulait deux choses. D'une part, prendre acte de l'échec annoncé, ce qu'il pensait être l'échec annoncé de la candidature de Ségolène Royal, et donc pouvoir dire ensuite « je vous avais prévenu ». Et deuxièmement, il me l'a dit tel quel, se marrer un peu. Se marrer un peu. Mais on a entendu aussi qu'il accordait énormément d'importance au temps long. Et des candidatures comme celle de Ségolène Royal surgit comme ça, j'ai envie de dire presque un peu de rien, des candidatures soudaines qui ne s'appuyaient pas sur un parcours long, réfléchi, une expérience. Michel était convaincu que pour exercer de telles responsabilités, il fallait avoir fait un long parcours, une longue réflexion et avoir plus d'une arme dans son sac. Donc, je pense aussi que c'était un peu une plaisanterie, sa rencontre avec Ségolène Royal. Tout ça est très juste, et c'est aussi pour ça qu'il avait un rapport si compliqué aux médias, qu'il avait un rapport aussi si compliqué à la politique, c'est qu'il était... absolument pas ce que nous sommes aujourd'hui devenus. C'est-à-dire, c'est de l'homme du temps long, il faut prendre du temps pour expliquer, faire de la pédagogie, même réfléchir. La construction... Pour changer les choses. La construction d'un parcours. En fait, Michel Rocard, à l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'infos, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Oui, mais imaginez, effectivement, Twitter, ça devait être pour lui une maladie grave des politiques d'aujourd'hui. En fait, comment, en 140 signes, résumer une pensée, arriver à expliquer aux Français quelle est la direction à prendre, etc. Lui qui avait construit un parcours dans la cohérence de décennies entières. Et c'est vrai que tout le problème de la vie politique, c'est qu'on peut émerger de manière brutale, on peut... alors ça, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça peut arriver, on peut aussi imaginer que ça puisse être pour le meilleur, mais enfin, il y a quand même cette idée que, quand même, il faut avoir fait ses preuves, il faut être structuré, construire une colonne vertébrale pour s'engager dans un combat qui est un combat qui devrait être le combat d'une vie. Président de la République, c'est quand même pas rien. C'est quand même diriger la 6e puissance mondiale. C'est être à la fois pour les Français, mais aussi pour le monde, quelque chose qui, être utile. Et donc, ça suppose avoir mûrement... réfléchi et arriver en étant en pleine possession de ses moyens et non pas d'improviser jour après jour l'exercice du pouvoir. Donc ça devait lui paraître effectivement très incongru, cette candidature. En tout cas, ce que Michel Rocard reprochait à Mitterrand, c'est que ce dernier n'y connaissait rien à l'économie. Rocard, c'est l'homme qui veut réconcilier les Français avec l'économie. On l'écoute et on réagit juste après. Donc les électeurs, le personnel politique, le personnel judiciaire, le personnel journalistique n'a aucune connaissance de l'économie. C'est terrifiant. Parce que du coup, des hommes politiques ne peuvent pas obtenir un consensus, un enthousiasme à propos d'économie. Pierre Laroutourou, c'est vrai, les Français n'y connaissent rien à l'économie ? Les Français sont preneurs. Voilà, c'était ce que faisait Michel, expliquer comment on peut sauver le revenu des paysans, comment l'Europe peut être utile pour protéger les salariés et les paysans. C'est ce qu'on a essayé de faire il y a 3 ans dans notre livre, pour expliquer que non, la croissance n'est plus la solution, que non, le modèle allemand n'est pas la solution, entre guillemets, et que la France peut inventer un modèle aller vers le plein emploi, même sans croissance. Il avait vraiment la volonté, même si ça prend un peu plus de temps, même si ce n'est pas en 140 signes, comme l'a dit Olivier, mais il avait la volonté de permettre à tout le monde de comprendre. Ce que déjà Mendes France, autrefois, quand Mendes France arrivait à Louviers, avec des petits graphiques, il expliquait aux paysans que si chacun produisait encore plus de lait, le prix du lait allait s'effondrer et que chacun voudrait encore produire plus et que donc il fallait réguler. L'idée de régulation, on a dit que c'était un homme de droite. Non, il a dit qu'il n'y a pas que l'État, mais qu'il y a besoin de politique. Et au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, encore une fois, sa dernière interview, c'était pour regretter la faible... Il se moquait de quelques de nos dirigeants en disant qu'ils ont été amputés, qu'ils sont en partie amputés de la dimension internationale. Alors qu'avec lui, avec Stéphane Hessel, en 2003, de nos combats avec Michel Rocard, c'était sur l'Europe sociale. Parce que si on ne se bat plus sur la question internationale, on est uniquement dans l'adaptation et dans le dumping. Il faut baisser nos coûts parce que les Allemands ont baissé leurs coûts et que les
espagnol. Voilà. Donc la dimension internationale, c'est par humanisme, parce que ce qui se passe pour un Algérien ou pour un Chilien le concerne dans son humanité. Donc le point de départ de Michel, c'est un Algérien, un Chilien, un Chinois, la même dignité humaine que moi, c'est d'abord ça, mais c'est aussi que si on n'agit pas pour l'Europe sociale ou pour réguler la mondialisation, la seule possibilité, c'est le dumping. Voilà. C'est aussi par égoïsme qu'il faut, et encore une fois, il a fait la preuve, quand il s'oppose, ce que j'ai raconté tout à l'heure, comme un homme tout seul arrive à casser le traité que voulaient faire les États-Unis et la Chine, il a montré que si on en avait la volonté politique, on pouvait changer les règles du jeu au niveau mondial. Ça n'est pas impossible. Il a fait la preuve sur l'environnement déjà il y a 25 ans qu'un homme tout seul pouvait bloquer la volonté des États-Unis et de la Chine de faire n'importe quoi. Donc Michel Rocard, l'homme du compromis, celui qui consulte les syndicats, l'idée que la démocratie représentative soit sous la coupole de la démocratie sociale. Pas de texte adopté sans consultation des partenaires sociaux. D'ailleurs, l'ancien secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, a salué l'homme qui accordait une place essentielle à la négociation. Astrid de Vilaine, François Chevret. Je tiens à vous remercier pour la manière dont vous nous avez reçus. Michel Rocard et son sens du dialogue social. L'ancien Premier ministre a fait de la concertation une méthode de gouvernement. Lui-même passé par la CFDT, c'est avec le syndicat réformiste qu'il entretenait les meilleures relations. On ne discutait pas du tout avec Mitterrand de ce que pouvait constituer le rôle de la société civile, le rôle des syndicats. Il était très respectueux, il avait envie de faire plaisir, mais ça n'avait rien à voir par rapport à la place centrale que Michel Rocard donnait au dialogue social, donnait à la société civile. L'actuel secrétaire général de la CFDT y voit même un allié posthume dans sa défense du projet de loi travail. Je ne sais pas comment ça se serait passé. Ce que je sais, c'est qu'il aurait prôné le dialogue et qu'il aurait finalement regardé le contenu du texte plutôt que les postures. Et c'est malheureusement ce que trop peu d'acteurs dans ce dossier ont fait. Jean-Claude Mailly l'a connu à ses débuts à Force ouvrière. Il salue un homme de dialogue, notamment par rapport à ses héritiers d'aujourd'hui. Il y avait un profond respect des organisations syndicales, qu'ils soient d'accord ou pas avec elles, et partisans du dialogue. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que les héritiers qu'on annonce aujourd'hui soient les bons héritiers. En revanche, pour la CGT, le souvenir n'est pas aussi idyllique. Ça a été l'homme de la privatisation de Renault. Ça a été le Premier ministre qui a utilisé le plus 49.3, c'est d'actualité. Et donc, là aussi, derrière un certain nombre de qualité, en tant que d'affichage, de volonté d'écoute, c'est aussi des mesures qui ont été prises autoritairement. Michel Rocard a quitté Matignon avec 50% d'opinion favorable, un score qui n'est peut-être pas étranger à son sens de l'écoute et du consensus. Olivier Faure, Michel Rocard, Premier ministre, aurait défendu la loi travail aujourd'hui ? Je ne sais pas exactement. Utilisant le 49.3. Mais il s'est exprimé sur la loi travail à plusieurs reprises. Donc, n'essayons pas de le faire parler. Il a dit les choses. Je pense que sur le fond, il n'était pas très éloigné de ce qui s'y était écrit, mais il a expliqué qu'il ne s'y serait pas pris comme ça. Et Martinez parlait à l'instant des réformes qu'il a entreprises pendant ces 3 années à Matignon. Mais pour la réforme de France Télécom, ça a pris 6 mois de négociation, par exemple, avant d'arriver sur la table du Conseil des ministres. Donc il avait cette volonté, malgré tout, de chercher à aplanir et de chercher à trouver quel pouvait être le point commun entre les acteurs. Parce que ce qu'il avait comme réflexion, et qui paraît assez juste, c'est que une bonne réforme, pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle soit acceptée. Il disait toujours que ce qui est accepté a infiniment plus de force que ce qui est imposé. Et donc, par rapport à cette réforme, il avait à la fois, je pense, sur le fond, plutôt envie de la soutenir, et sur la forme, plutôt envie de dire qu'il fallait s'y prendre un peu différemment. Catherine Tasca, la gauche, au pouvoir, elle est rocardienne ? Rocardienne, elle n'est sûrement pas toute rocardienne, mais il y a un véritable héritage de l'exemple de Michel Rocard. Le président de la République a terminé par ça, ce mot de l'exemple. Je ne sais pas si la gauche aujourd'hui au pouvoir est rocardienne, mais elle a intégré un certain nombre d'enseignements de Michel, en particulier cette nécessité absolue du dialogue. Alors, elle est peut-être moins douée pour le pratiquer. Mais je pense que pour beaucoup, on voit bien qu'il y a là une leçon et qui est incontournable. Le fait aussi de faire place à la société civile et de ne pas
se contenter de l'intervention de l'État, c'est quand même une idée qui a cheminé à travers l'exemple de Michel et qui aujourd'hui est une idée assez incontournable. Plus personne ne croit que l'État peut apporter des réponses valables à tous les problèmes de la société. On n'est pas là pour polémiquer, mais je crois que Michel détestait la langue de bois. La dernière fois que je l'ai vu il y a quelques semaines... D'ailleurs, dans sa dernière interview au Point, il distribue des claques à tout le monde. Très sévère. Il parle de ce à pauvre Manuel Macron, Valls, voilà. Macron hors de l'histoire. La dernière fois que je l'ai vu dans son bureau, donc quand il allait encore bien en tête-à-tête, il me dit, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il me dit, je me suis battu toute ma vie pour un modèle de société, il est en train de s'effondrer. Et puis un grand silence. Il me dit, je me suis battu toute ma vie pour une façon de faire de la politique. Ils font le contraire, c'est de la forfaiture. J'ai cru qu'il allait pleurer. Qu'est-ce qui ne convenait pas? Mais je ne vais pas parler à sa place, mais quand même, dans sa dernière interview, il explique que ceux qui sont aux manettes ont été formés dans un parti amputé. Quand il parle du pauvre Macron qui n'a pas compris la dimension internationale du combat. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai passé ma journée au temple aux Invalides, je n'ai pas envie de polémiquer, mais il y avait chez Michel, depuis le début, l'idée qu'il faut se battre au niveau mondial comme au niveau européen pour une plus grande justice sociale et qu'on n'est pas là pour s'adapter, pour faire du dumping. Tout ce qu'on a mis ensemble dans ce livre, on a fait 15 articles ensemble depuis 15 ans, on a fait ce livre, c'est pour montrer que la justice sociale, ça n'est pas un luxe auquel il faut renoncer, c'est la seule solution pour sortir de la crise, que la crise financière vient du défaut de justice sociale et que donc la justice sociale, c'est la solution. C'était le fil directeur de sa vie, mais encore plus aujourd'hui, même le FMI dit qu'on peut aller n'importe quand vers une nouvelle crise financière parce que la part des salaires est trop faible dans tous les pays occidentaux. Donc Michel était quand même troublé de voir que le gouvernement aujourd'hui ne faisait rien pour aller vers l'Europe sociale. Je dis, depuis 2003, on avait rédigé, c'est pas du pipeau, on avait rédigé un traité de convergence sociale avec des critères sociaux, on avait des alliés dans plusieurs pays d'Europe, Romano Prodi nous avait reçus, voilà. Donc je crois que Michel était quand même vraiment triste de voir qu'il n'y avait pas cette ambition de régulation, que sur les questions de climat. On avait fait un article ensemble l'été dernier avec Michel Rocard, nous sommes tous des Grecs allemands, on disait que la création monétaire devait être mise au service du climat. La Banque centrale va créer 1000 milliards, Mario Draghi va créer 1000 milliards qui veut donner au marché financier. Et nous, avec Michel et d'autres, on disait ces 1000 milliards, il faut les mettre sur un plan Marshall pour sauver le climat. Et quand on allait à l'Élysée pour en parler, ça donnait l'impression que nos discussions ne servaient à rien. Donc je crois que Michel était quand même déçu par le fait que dans un moment de crise aiguë, son dernier livre, c'est Suicide de l'Occident, Suicide du capitalisme. Il pensait qu'on peut aller vers un suicide de notre humanité et que donc on ne peut pas se contenter de gérer l'adaptation. Il était déçu, aigri. Michel Rocard était extrêmement préoccupé. Pas aigri. Il était inquiet, il était préoccupé par la crise peut-être majeure à l'origine de toutes les autres, qui était la crise du système de décision publique, politique. Et dans ce livre que vous évoquez, Suicide de l'Occident, Suicide de l'humanité, il avait voulu en quelque sorte aller au-delà de l'échelon national de la France, parce que pour lui, les problèmes aujourd'hui multiples et extrêmes... C'était un Européen convaincu aussi. Oui. C'était un Européen, effectivement. Pour lui, il disait que le Brexit était l'occasion de relancer avec quelques pays. Il était pour le Brexit avant que celui-ci arrive. C'est compliqué, oui. Il a fait cette tribune, il était pour parce qu'il pensait que c'était une chance unique pour relancer l'Europe. Tout en restant très bons amis avec l'Angleterre. Mais ce des Churchill en 1946, Churchill disait qu'il faut faire les États-Unis d'Europe et l'Angleterre sera le meilleur allié à l'extérieur. Et Michel, depuis des années, disait avec quelques pays, avec 10 ou 12 pays, on peut avoir une Europe vraiment politique, vraiment sociale, une Europe qui agit pour le climat, une Europe qui agit pour la paix en Israël, en Palestine et ailleurs. Et si l'Angleterre reste le meilleur ami à l'extérieur, c'est pas grave. Ce qui est gênant, c'est notre incapacité à avoir un vrai projet avec 8 ou 9 pays du continent. C'est ça qui est gênant. Ce tweet pour le coup, il a été plutôt entendu. Et il a aujourd'hui un président de la République qui est revenu sur ces idées-là et qui les porte. On ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. On a des partenaires qui ne sont pas forcément sur les mêmes ondes que nous, mais c'est dans la direction dans laquelle pousse aujourd'hui François Hollande. Mais tout à l'heure, vous cherchiez des anecdotes. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il y a un an et demi, on évoquait nos souvenirs de jeunes rocardiens. Enfin, en tout cas, moi, j'étais jeune rocardien, et lui était déjà un peu plus avancé que moi dans l'âge. Et il disait, mais contente-toi d'être socialiste. Et je crois que ça définissait assez bien Michel Rocard. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas, tout à l'heure vous posiez la question de savoir si ce gouvernement était rocardien. Il ne cherchait pas à tirer les gens sur un héritage, il ne cherchait pas à adoubler un héritier, il cherchait simplement à ce que nous prolongions une réflexion et que nous ayons en fait toujours l'esprit en éveil et que nous puissions nous laisser interroger par les uns, par les autres, par la vie, par les idées nouvelles et que nous ne restions...
rentrions pas dans une profonde léthargie. De ce point de vue, cette leçon reste utile et il a cherché jusqu'au bout, avec Pierre, avec d'autres, tout seul parfois, à chercher à pousser la réflexion et ne pas nous laisser nous endormir. Ce tweet, je signale ce tweet de Bertrand Lapreille. Il y avait chez Michel Rocard un rapport complexe à la façon de communiquer en politique. Il avait peur du rapport direct au peuple. Vous êtes d'accord? Non. Le parler vrai est à l'opposé de ça, justement. Il parlait directement au peuple, il essayait d'élever les débats, de s'adresser directement à l'intelligence des citoyens, des électeurs. Il avait foi en l'homme et il pensait qu'il pouvait justement s'adresser directement sans passer par les artifices potentiellement dévastateurs de la communication politique. Pas du tout peur du peuple. Je redis, en 84, quand il y a des énormes manifs de paysans contre les quotas laitiers, il y va, il prend le porte-voix et il parle pendant 1h30 avec les paysans pour les convaincre, finalement, qu'ils comprennent que les quotas laitiers, c'est bon pour eux. Par contre, ce qu'il détestait, c'était les slogans. Quand on parle au cerveau reptilien, du genre « travailler plus pour gagner plus », ça, il détestait les slogans qui sont souvent des mensonges. Oui, alors on s'est parfois moqué de lui parce qu'il faisait des phrases trop longues. C'est parce que dans la même phrase, il voulait donner son idée et puis déjà répondre à quelqu'un qui aurait fait une objection. Ça, c'est vrai que c'était peut-être pas, en termes de communication simple, c'était peut-être pas le meilleur. Le temps long contre le court-termisme. Jamais les gens pour des imbéciles. Moi, je pense qu'il était sans doute déçu par la politique actuelle et pourtant pas découragé. Il n'a jamais désespéré de la politique, et justement parce qu'il n'a jamais désespéré des peuples. Il était absolument convaincu que si on travaillait bien, dans la durée, les choses avançaient. Et c'est vrai, de ce point de vue, il ressemble à Mendès France et il laissera durablement des idées qui vont nous faire bouger. Il laissera des idées qu'elle relève aujourd'hui. Ça va être la fin de cette émission pour Michel Rocard. Qui incarne Michel Rocard? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Emmanuel Macron, Manuel Valls. On a entendu Michel Rocard le dire lui-même à l'antenne. Il se débrouille. Valls est né dans son sillage et s'émancipe et va définir, ou est en train de définir, une nouvelle façon de faire de la politique et des nouvelles idées. Et je pense que Michel Rocard s'en satisfaisait. Sa dernière interview est très critique. Il se satisfaisait. Parlons franchement, quand même. Il se satisfaisait pas de l'action gouvernementale. Il respectait la liberté de ceux qui avaient été à un moment avec lui. Il respectait leur liberté, mais politiquement, il était quand même sur une ligne assez différente. Vous parliez de Mendès France, Catherine Tasca. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction dans la gauche française, ces hommes gentils, Léon Blum, Pierre Mendès France ou Michel Rocard qui ne gouverne pas longtemps? Je voudrais revenir sur c'est Mitterrand qui a duré. Une parabole qu'on a entendue tout à l'heure pendant les hommages, et notamment au Temple, la parabole de l'horticulture. On expliquait que la politique, c'est pas une chirurgie, donc avec un acte... c'est de l'horticulture, ça prend du temps, c'est des petits gestes qui produisent pas des effets immédiats, mais qui, avec le temps, infusent et permettent de rendre le paysage plus harmonieux. Pour finir, un mot qui définirait Michel Rocard pour vous? Un mot. Pour moi, c'est fraternité. Fraternité. C'est quelqu'un qui était extraordinairement fraternel. Jules Fournier, un mot. J'ai envie de dire malice, malgré tout. Malice? Ouais, c'était un homme malicieux. Le côté malicieux que vous avez retrouvé. Il était merveilleux. Pierre Laroutour. Le courage et la fraternité. Courage et fraternité. J'aurais pu les prendre les mêmes mots, mais je veux dire que c'était un effet libre. Libre. C'était un homme libre. Voilà. Merci à vous quatre d'être venus nous parler de Michel Rocard. On se quitte sur ces images de Michel Rocard. À bientôt.